Nous avons tous une conception différente de ce qu'est le travail. Nous avons également tous une vision différente de l'engagement. Et parce que chacun a son mot à dire et qu'il n'y a pas que les experts pour donner des éléments de réponse, nous allons aujourd'hui aborder ces deux points avec Mélanie. Elle nous parlera de sa vision du travail, mais également de son engagement écologique. Bienvenue dans Entre deux écrans. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté de prendre un petit peu le temps pour qu'on puisse échanger. Et on va parler, donc comme je te l'avais dit, de deux sujets qui j'espère te tiennent aussi à cœur. Donc il y a le travail et l'écologie. On va commencer par, je pense, parler tranquillement du travail, et puis après tranquillement on glissera vers un sujet, parlera écologie, ta vision des choses, etc. Et pour commencer par contre, je te propose tout simplement de te présenter, ce que tu fais, tes engagements, ce que tu as fait avant, ce que tu feras après, complètement... Parole complètement libre. Wow. Va falloir faire du tri parce qu'il y a beaucoup de choses. Commençons par le commencement. Aujourd'hui, mon activité, du coup, je travaille en freelance en tant que community builder, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises à créer des communautés privées pour leurs projets. Donc, ça peut être des communautés de clients, des communautés d'utilisateurs, des communautés en interne pour les employés, par exemple. Et en fait, moi, j'ai commencé à entreprendre... je dirais fin 2017, en me lançant dans un service civique où j'ai monté un projet d'intérêt général dont le but était d'accompagner les particuliers autour de la question du zéro déchet. Et en fait, tout est parti de là avec ces valeurs écologiques et environnementales et mon envie de monter un projet autour de ces sujets-là. Et puis au fil des années, j'ai pas mal ajusté le tir parce que ce projet de service civique est devenu un projet entrepreneurial qui par la suite a été arrêté parce que j'avais plusieurs activités et je voulais un petit peu tout rassembler. Et du coup, me voilà aujourd'hui sur cette thématique des communautés, mais bien évidemment toujours avec des valeurs environnementales, une volonté d'impact social et environnemental qui reste toujours présente. Les communautés étant juste un outil pour parvenir à ce résultat. Voilà, pour condenser. Très bien. J'avais également vu que tu as une chaîne YouTube. Je pense qu'avant qu'on rentre vraiment dans le fil du sujet, ça peut être le moment d'en parler un petit peu. J'ai vu que tu parlais tu donnais des conseils et ton ressenti sur plusieurs choses vis-à-vis de ton métier, de ton organisation, de tes ressentis par rapport à ce que tu vis finalement au quotidien en faisant du management. J'ai jamais su trop le dire. Management ou management? Moi, je dirais management. Management. Très bien. À l'English, tu vois. Yes, of course. Donc voilà, je me disais que c'était le moment de glisser un petit mot sur cette chaîne aussi. Alors j'ai pas tout regardé, j'ai regardé les deux premières vidéos, la dernière en date, mais j'ai vu que t'en étais rendu à une bonne dizaine pratiquement maintenant. Ouais, c'est possible. J'avoue que j'ai pas recompté, mais c'est possible. Cette chaîne YouTube, je l'ai ouverte. Quand est-ce que je l'ai ouverte? J'arrive même plus à me souvenir. Est-ce que c'était en janvier 2020 ou avant? Je crois que c'était en janvier 2020. Mais l'année 2020 a tellement été bizarre que des fois dans l'espace-temps, j'ai un peu du mal à la caler. Mais ouais, en fait, l'objectif, j'aime bien parler. J'aime bien écrire aussi, mais des fois, j'aime bien dire les choses à l'oral. Et en fait, étant donné que je passe par pas mal d'étapes et de phases dans mon parcours d'entrepreneuse, j'avais envie d'avoir cet espace pour pouvoir partager un petit peu ce que je vis pendant que je le vis et changer un petit peu des rétrospectives qu'on a souvent des entrepreneurs ou entrepreneuses, peu importe le secteur, mais où on a souvent des success stories. Et du coup, c'est une rétrospective de ce qu'ils ont fait et comment ils sont parvenus à là où ils en sont à l'heure actuelle. Mais des fois, c'est difficile quand tu démarres dans l'entrepreneuriat de t'identifier à ces personnes-là parce que toi, t'es pas du tout rendu, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement de ton projet, en termes de réseau. C'est-à-dire qu'il y a un fossé, en fait, d'apparence, on peut se dire qu'il y a un fossé qui est énorme et qui pourrait décourager pour se lancer et faire les choses. C'est exactement ça. Et du coup, c'était un peu la vocation première derrière cette chaîne. Après, il y avait aussi un objectif plus personnel, c'était de sortir un peu de ma zone de confort parce que moi, je pense comme n'importe quelle personne qui a envie de se lancer dans des vidéos, ça fait peur parce que du coup, tu t'exposes. Enfin, moi, je sais que je passe énormément de temps à réfléchir, ok, il n'y a rien en arrière-plan qui pourrait être bizarre ou qui pourrait être des informations sensibles. Ou...
tu vois, quelle tête je fais, etc. Mais c'est un bon exercice. Si ça peut te rassurer, il y a beaucoup de streamers très connus qui... Alors peut-être que justement c'est parce qu'ils sont devenus connus et qu'ils ils ont passé ce cap, on va dire, de l'appréhension, mais qui sont dans leur environnement donc perso, devant, je sais pas, peut-être 5000 personnes, et tu vois le bac de linge sale qui est juste derrière, bien exposé, tu vois, dans le coin de la pièce. Et ma foi, ça a pas l'air de leur poser trop de problèmes. Et ils déroulent leur truc là comme ça, sans pression, donc avec leur linge sale derrière. Ouais, je pense qu'à force, tu t'en fiches. Mais ouais, c'est sûr, mais c'est... Après, ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. Enfin, je sais que moi, j'ai tendance à être un peu perfectionniste, tu sais, je veux que toutes les choses soient un peu carrées et tout, et je me mets vachement de pression, euh, parfois inutile, sur des sujets un peu futiles. Mais c'est vrai qu'au moins, cette chaîne, bah, ça m'a permis d'exprimer, enfin, et ça me permet toujours, même si je suis pas hyper régulière, d'exprimer mes idées, mon ressenti, de partager mon parcours et ouais, de parler aussi un peu d'organisation parce que j'aime bien ça et ça me permet de varier un petit peu les sujets autour de l'entrepreneuriat. Et quand je regarde les premières vidéos que j'ai faites, pourtant il n'y en a pas tant que ça, mais je vois déjà l'évolution, que ce soit dans ma manière de parler, dans le fait que j'arrive plus à regarder la caméra ou ce genre de choses. Donc rien que pour ça, c'est un chouette exercice. Ouais, tu prends confiance petit à petit et tu t'améliores de coup naturellement finalement au fil du temps. Et est-ce que c'est quelque chose, juste pour conclure on va dire la petite parenthèse sur YouTube, que tu as envie de continuer, pourquoi pas ad vitam aeternam, enfin sur les prochains mois, les prochaines années, tu vas continuer à construire là-dessus? Ouais, c'est prévu. Après, au début, je m'étais fixé un rythme. Enfin, j'ai eu des périodes où je voulais me fixer 2 vidéos par mois. Après, je voulais essayer de faire une vidéo par semaine. Et enfin, avec tout ce que je fais à côté, c'est un petit peu compliqué. Donc là, en fait, pour l'année 2021, j'essaie de me fixer à une vidéo par mois parce qu'au moins, ça me laisse le temps déjà de la filmer, de faire un montage que j'aime bien, etc. Et on va essayer de continuer sur cette lancée d'une vidéo par mois jusqu'à la fin de l'année et puis voir ce que ça donne déjà en étant régulière. Ok, très bien. Alors du coup, je vais refaire un petit peu, je vais revenir un petit peu sur de l'histoire puisque on a parlé tout à l'heure, enfin tu as parlé de service civique. C'est là qu'on s'est connus. Donc on avait chacun notre projet à porter, donc à Unicité à l'époque qui faisait Rêve et réalise, c'est ça? Je sais plus l'intitulé, oui, Rêve et réalise. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est rigolo de dire à l'époque, ça donne l'impression que c'était il y a 15 ans. C'était il y a quelques années maintenant quand même. Hein. C'était il y a... Même. Ouais. Ça c'est la petite question que j'ai pas pu m'empêcher de mettre vraiment à l'ordre du jour, c'est est-ce que tu penses que ta carrière actuelle, enfin, le résultat où tu es actuellement est vraiment dû à ce parcours qui a commencé avec le service civique, ou si tu avais pas fait par exemple le service civique à Rêve et réalise, et ben peut-être qu'à l'heure actuelle on en serait exactement au même point à se retrouver là avec toi qui me parle de ton emploi actuel, avec cette interview, etc. C'est hyper intéressant comme question. Je pense vraiment que si j'étais pas passée par le service civique, j'en serais pas là aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que les 8 mois qu'on a passés en service civique, ça a été assez révélateur pour moi. Déjà, d'une part parce que je voulais savoir si ça allait confirmer mon envie d'entreprendre. Enfin, tu vois, sur toute la partie gestion de projet, le fait de monter un projet de A à Z. Et déjà, ça a été une première case de cocher parce que j'ai vraiment aimé ça et je me suis dit, ok, c'est ce que j'ai envie de faire par la suite. Et la deuxième chose aussi, c'est que le cadre et le contexte ont fait que ça m'a apporté vraiment pas mal de confiance en moi, que ce soit sur le fait de m'exprimer devant les autres, sur mes capacités à gérer un projet et ce genre de choses. Et j'aurais pu, tu vois, acquérir ces compétences, entre guillemets, en dehors, mais je pense que ça aurait mis beaucoup plus de temps. Enfin, ça aurait été différent parce que pour moi, le cadre était assez bienveillant dans le service civique et du coup, ça a laissé la place à tout le monde pour s'exprimer et pour se sentir valorisé. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il n'y aurait pas eu ce point de départ, je ne sais pas si j'aurais réussi à entreprendre ou à m'engager dans tous les projets dans lesquels je me suis engagée ces dernières années. Il y a pas mal d'assauts aussi que j'ai rencontrés au travers du service civique avec qui
enfin voilà, j'ai pu m'engager pendant des petites périodes et tout ça, ça serait pas arrivé si j'étais pas passée Par par cette l'unicité. case-là. Donc le service civique est quelque chose que tu conseillerais, enfin qu'on pourrait même conseiller Ouais. du coup tous les deux pour tout le monde finalement. Tout le monde Mm. entre 16 et Après, 25 ans. je pense que les expériences sont différentes suivant les assos dans lesquels Mm. tu fais ou les organisations dans lesquelles tu fais ton service civique. Donc après, c'est toujours un peu, comment dire, c'est un peu particulier de recommander basé sur cette expérience parce que mine de rien, Rêve et Réalise, c'est un programme qui est particulier par rapport à ce qui est proposé normalement en service civique. Comme là, on a un peu carte blanche pour créer notre propre projet. Mais après, effectivement, je trouve que de manière générale, c'est quand même une expérience qui est assez formatrice. Donc, enfin, faut effectivement tomber sur les bonnes assos, mais quand c'est le cas, je pense que ça peut vraiment être bénéfique. Mm. C'est-à-dire que ça avait laissé suffisamment de liberté peut-être, je dirais, et oui, de champ de possibilités pour prendre confiance et se dépasser et faire les choses, vraiment le projet qu'on avait envie. Mm. Ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les services civiques, malheureusement. Où du coup, tu as une mission qui est vraiment très balisée et ça a été le cas dans les autres programmes qui, par exemple, devaient faire. C'était des ciné-débats, je me rappelle. C'était comment déjà Mm. euh, Oui, je sais plus le nom je exact. sais plus l'intitulé, mais ils devaient faire des ciné-débats, donc ils avaient un cahier des charges à respecter et ils étaient moins libres, c'est vrai, peut-être pour faire les choses qui leur permettaient de se réaliser, on va dire. Ouais. Après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité des gens parce que des fois, tu as besoin d'un cadre très strict, entre guillemets, ou très balisé, comme tu dis, pour réussir à évoluer, à t'épanouir et à te développer. Et dans d'autres cas, tu as plutôt besoin d'avoir cette liberté, bah, comme nous, on avait dans Rêve et Réalise. Et je pense que même au sein de Rêve et Réalise, on avait pu constater que certaines personnes auraient eu besoin de plus de cadres et d'autres se satisfaisaient de ce cadre assez libre. Donc c'est vraiment, ça dépend des personnalités, je pense, et des façons de fonctionner, de l'âge aussi peut-être Oui, des personnes. très bien. Suite à cette petite intro, je te propose de vraiment rentrer dans le vif du sujet et je vais te poser une question qui va être à la fois, je pense, qui va être presque philosophique, mais je te donnerai pas 4 heures du coup pour la résoudre. Là, tu devrais avoir très peur, oui. C'est tout simplement, qu'est-ce que c'est pour toi que le travail ? À quoi ce mot te rapporte ? Si je te dis c'est vraiment simplement le mot travail, qu'est-ce que ça réfère pour toi ? Ah ouais, il aurait fallu que je prépare ma copie en avance parce que là. Bah, Alors. oui et non, parce que justement, je pense que le fait tu vois, de ne pas savoir en avance, ça fait que tu vas parler davantage avec l'instant, avec le cœur, et du coup, la définition sera encore d'autant plus vraie que si tu l'avais préparé un petit peu en amont. Je pense que je vais partir de l'inverse, enfin, ce que c'est pas pour moi le travail avant de dire ce que c'est. Enfin, peut-être ça va m'aider aussi à dérouler ma pensée. Mais déjà, pour moi, le travail, c'est pas quelque chose qu'on doit subir, dans le sens où il y a cette conception du travail que c'est forcément quelque chose de, tu vois, de compliqué, où c'est ta journée de travail et c'est que quand tu rentres chez toi que tu peux te reposer et vraiment t'épanouir dans ta vie et te faire plaisir. J'ai pas cette vision-là. Après, c'est aussi lié au fait que je sois indépendante et que je puisse un peu gérer mon planning comme je veux. Mais pour moi, le travail, c'est... Ouais, déjà, c'est pas de le subir, c'est quelque chose que tu fais si... Après, effectivement, il y a des métiers qui font que c'est plus compliqué que d'autres, je le Bien conçois. sûr. Donc là, je parle aussi de ma vision assez privilégiée, on va dire. Mais c'est quelque chose que tu fais parce que tu as envie de le faire et tu as envie d'accomplir quelque chose. Et c'est pas quelque chose... Enfin, ah là là, c'est pas du tout clair ce que je dis. Si, si. Alors après, si ça peut t'aider, parce que du coup, là, je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais que ça devait pas être quelque chose alors pour reformuler par rapport de subi, il fallait pas que ce soit quelque chose de... Alors tu avais utilisé un mot qui m'a échappé là à l'instant, qui était hyper intéressant au tout début. Ah mince, je l'ai perdu. Mais par rapport à ce que tu disais, du coup,
Ça me donne envie de te donner une des définitions toute simple qui est dans le dictionnaire, alors peu importe lequel, sur le mot travail. Et dans une des définitions, alors je crois que c'est la troisième qui apparaît assez rapidement dans l'immense liste des définitions du mot travail, et ça commence par effort que l'on doit soutenir pour faire quelque chose, d'après le dictionnaire. Ouais. Mais en fait, un effort, c'est pas forcément négatif, tu vois. Effectivement, le travail, c'est un effort. Peu importe ton métier, c'est forcément un effort. Que tu sois comme moi, t'entreprends, c'est un effort de réaliser tes tâches, de monter des projets de A à Z, d'arriver au bout aussi, c'est un effort. Si tu fais un métier manuel, c'est aussi un effort de construire des meubles, de construire des bâtiments, enfin, je sais pas. Mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui est négatif. Si tu fais cet effort et que, en fait, tu sais que tu vas arriver à un résultat qui te plaît et ça te fait plaisir d'avoir fait cet effort, comme quand tu fais du sport, par exemple, où même si de base, t'es quelqu'un de pas très sportif, moi je suis pas hyper sportive, mais récemment je me suis remise au sport et du coup je fournis un effort, mais je suis contente du résultat au bout et j'ai envie de le faire parce que ça me plaît et que ça me fait du bien aussi au corps, ça me permet de me détendre. Et du coup, la notion d'effort, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc finalement, cette définition, elle est générale, mais ça veut pas forcément dire que le travail, c'est un effort acharné où tu arrives au bout et t'en peux plus et t'as pas du tout apprécié le processus. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai déjà posé cette question de manière alors plutôt informelle à d'autres personnes. Et en fait, tu as deux cas d'école. Tu as ceux qui vont défendre la vision du travail, la vision, on va dire, le travail, c'est important, c'est une sorte de noyau central dans la vie et du coup, il faut fournir un effort pour que le travail donne quelque chose. Et tu vas avoir la deuxième école, dans les réponses que j'ai entendues déjà, qui va plutôt dire « Ah ben vous voyez les gars, le mot effort il est dans la définition même du travail, c'est bien, ça prouve bien quand même que ce truc là, ça nous fait bien chier quoi. » Pour être très, très global, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est bien d'avoir ces deux... je l'ai déjà entendu aussi, du coup, ces deux visions qui sont très contraires. Mais après, oui, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Et tu vois, par exemple, plus le temps passe, au début, j'étais très conditionnée par les visions d'entrepreneurs qui étaient en mode, ouais, quand tu es entrepreneur, tu dois bosser 70 heures, tu dois pas compter tes heures, tu dois pas te reposer le week-end si tu as des trucs à faire. Si tu veux que ton projet il aboutisse, si tu veux avoir du succès, il faut que tu te donnes à fond. Et je ressentais vachement de pression parce que je me suis rendu compte que finalement, moi, j'étais pas comme ça. Je vais pas être du genre à... Je l'ai fait un peu au début, de bosser les week-ends, etc. Mais je suis pas du genre à vouloir aligner le plus d'heures possible juste pour prouver que je suis une bonne entrepreneuse. Et plus le temps passe, pardon, plus je décentralise le travail de ma vie. C'est-à-dire que avant, je me disais, pourtant, j'ai jamais été vraiment salariée et pourtant, j'essayais toujours de coller, tu vois, de commencer ma journée le matin, de finir pas avant 17h, 18h, voire même parfois plus tard. Et maintenant, en fait, j'essaye d'être plus intentionnelle dans ce que je fais. Et le travail, pour moi, c'est, bah ok, je fais mes projets, mais il faut que j'arrive à dédier du temps à des choses qui me plaisent, que ce soit lire, que ce soit aller faire un tour, jouer aux jeux vidéo, enfin, il y a plein de choses. Et que je prévois du temps pour ces choses-là parce que c'est ce qui fait que derrière, je vais pouvoir fournir des efforts pour mon travail sans finir en burn-out, quoi. Et j'ai de plus en plus de mal avec cette vision de le travail, c'est vraiment le truc central dans la vie. Il faut, enfin, tu vois, il faut limite en souffrir, quoi. Sinon, ça veut dire que c'est pas vraiment du travail. Je suis pas trop d'accord avec cette vision. Alors, du coup, il y a une question qui me vient, je pose ça là comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas penser, et c'est peut-être, j'ai peut-être totalement tort en posant cette question, que ça pourrait avoir quelque chose à voir aussi avec une vision de génération. Je développe. Est-ce que du coup, au fil des années, on n'a pas tendance justement à passer de cette vision très très grave entre guillemets du travail, de l'emploi, qui était donc une vision des générations qui ont tendance à être du coup plus âgées que nous, et que justement on commence à glisser vers de nouvelles choses
et toutes ces nouvelles visions qu'on a, nous, ou qu'on peut avoir, ou qu'on commence en tous les cas pour le sûr à avoir, qui est que c'est pas forcément essentiel, le travail, ça doit pas forcément être le noyau central de notre vie, quoi. Je pense effectivement qu'il y a cette question de génération, comme tu dis. Enfin, je suis plutôt d'accord avec cette idée-là. Je pense aussi qu'il y a la dernière année qui s'est écoulée, qui joue beaucoup dans cette vision-là, dans le sens où peu importe ce que les personnes faisaient comme métier, ça a été compliqué partout. Et il y a aussi beaucoup de personnes pour qui se sont rendues compte que déjà avant, on leur en demandait trop au travail, elles étaient tout le temps au bord de l'épuisement. Et les confinements, etc., ont obligé beaucoup de personnes à ralentir un peu le rythme de travail, par exemple ceux qui étaient en chômage partiel ou ce genre de choses, ou même en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont plus ou moins bien vécu le confinement, mais du coup, dans tous les cas, ça a permis de prendre un peu du recul sur nos métiers et sur la charge de travail qu'on fournissait. Et on sort de ça et on se dit, mais en fait, on a envie de profiter aussi de notre vie et des moments qui sont importants pour nous, de nos amis, de notre famille. Et ça restructure un peu la façon dont on voit le travail parce qu'on se dit, bah, en fait, cette dernière année nous a montré qu'il y a des choses qui sont hyper importantes pour nous et qu'on laissait de côté, qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était en confinement, parce qu'on est en couvre-feu, etc. Et du coup, bah, on n'a plus forcément envie de mettre ça de côté au profit du travail, tout ça parce que la société nous dit que pour être une bonne personne, il faut absolument travailler et avoir le travail au centre de sa vie. Et je pense que cette année 2020, elle a joué beaucoup dans la façon dont les personnes conçoivent le travail, même si c'était un travail, une réflexion qui date d'un petit moment déjà. Donc il y a un peu ce combo génération plus pandémie, je pense, qui joue beaucoup. Le travail, c'est la santé, d'après toi, Mélanie? Oula. Eh ben, c'est une... Ou pas, peut-être. C'est difficile comme question. Tel qu'on l'entend, tel qu'on l'a toujours entendu, je dirais que non. Et qu'au contraire, le nombre de personnes que je vois épuisées, que je vois partir en burn-out parce que justement, elles ont tout donné au travail et plus que de raison, je serais plutôt en désaccord avec cette phrase. Après, c'est le fait d'avoir une activité de manière générale qui nous aide à être épanouis, mais c'est pas forcément au travers du travail. Il y a des personnes qui vont ne presque pas travailler au sens classique du terme, dans le sens d'avoir un emploi où elles sont rémunérées, mais qui vont être bénévoles dans des associations, qui vont, tu vois, se donner à fond pour des projets qui leur tiennent à cœur. Et ces personnes-là, même si elles n'ont pas un emploi dans le sens où la société l'entend, bah, elles ont une activité et ça leur permet aussi de s'épanouir. Du coup, dans ce sens-là, je pourrais dire que oui, mais dans le sens où on l'entend depuis qu'on est petit, le travail c'est la santé, je suis un peu mitigée. Très bien. D'après toi, le travail, c'est quelque chose qui est forcément égal à l'argent ou pas? Ça rebondit sur ce que je disais avant. Non, puisque si on en croit la définition que tu as donnée tout à l'heure, je sais plus c'était quoi exactement, c'était un effort... un effort que l'on doit soutenir, pour faire quelque chose, oui. Il se trouve qu'il y a une autre définition quand même, puisque comme je te disais, tout dépend aussi de là où tu vas la chercher, et si tu ouvres le dictionnaire tout à l'heure pour regarder, tu verras qu'il y a une page complète pratiquement sur la définition de ce mot-là. Et par exemple, si on prend la définition du mot travail au sens économique du terme, donc on va avoir que le travail, c'est l'activité rémunérée qui permet la production de biens et de services. Et donc là, dans celle-ci, on a cette notion au rapport à l'argent, qui arrive finalement dès le début de la définition. Et du coup, ça dépend vraiment du contexte, parce que tu sais, même quand on est étudiant ou au lycée ou j'en sais rien, on dit on a du travail quand on parle de nos devoirs et pourtant on n'est pas rémunéré pour apprendre des choses. Donc la notion de travail n'est pas forcément corrélée à celle d'argent. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, généralement quand on parle de travail, c'est un emploi rémunéré. Après, pour revenir à ce que je disais avant,
pour moi, quand tu fais une activité, même si elle n'est pas rémunératrice, c'est quand même du travail. Si je prends, forcément, je vais me baser sur mon expérience à moi, mais pour faire connaître ce que je fais de la communication, donc que ce soit au travers de ma chaîne YouTube, au travers de mes réseaux sociaux. J'écris aussi des articles. Je considère que c'est du travail et pour autant, je suis pas payée pour le faire parce que c'est des outils que j'utilise pour réussir à trouver justement des missions pour lesquelles je vais être rémunérée. Donc, et pour autant, je considère que c'est du travail. Donc, est-ce que tu penses pas que c'est un petit peu dû aussi à une vision qu'on essaye de nous donner? Alors quand je dis nous, je parle, on va dire sociétalement, puisque on a toujours tendance finalement à rapprocher ces deux mots-là. Par exemple, le travail, ça va être quelque chose qui va permettre, ok, de s'accomplir, mais de faire fonctionner la machine économique, ça va être quelque chose qui va permettre de faire tourner le loisir, ça va être quelque chose qui va permettre de faire tourner aux gens de réaliser ce dont ils ont envie aussi sur leur temps personnel. Est-ce que tu trouves pas qu'on a tendance peut-être à nous le vendre un peu comme ça? Peut-être même dès l'école. Dans le sens, il faut travailler pour gagner de l'argent, pour faire vivre le pays. C'est un peu dans cette idée-là. Oui. Parce que pour du coup avoir l'occasion aussi de poser cette question à des jeunes et même des enfants, la première chose qui leur vient en tête et qu'on leur dit, c'est qu'on commence à dire tranquillement à l'école, et je pense que nous aussi on l'a vécu comme ça, c'était il faudra trouver un métier pour plus tard, non pas forcément pour trouver un métier pour, je ne sais pas moi par exemple, faire changer, on va dire changer le monde de manière très philosophique, mais parce qu'il faut un métier pour qu'on puisse avoir notre salaire, acquérir une certaine stabilité peut-être, et puis démarrer vraiment notre vie, notre indépendance. Et ça, c'est des choses qu'on nous dit beaucoup dès l'école finalement. Effectivement, et quand je repense à ça, c'est un peu des sujets entre guillemets qui m'énervent, enfin dans le sens où justement à l'école on nous pousse à choisir un métier super tôt. Enfin, t'as l'impression, tu sais, que tu vas être coincé dans une seule voie et que, enfin, tu sais, tu fais ton choix qui va être décisif sur tout le reste de ton existence. Et je trouve que sur des jeunes, enfin, tu vois, quand t'es au collège, par exemple, c'est quand même vachement de pression pour pas grand-chose parce que finalement, déjà, d'une part, le monde est un peu plus complexe que ça et dans ta vie, il y a quand même de grandes chances, comparé aux générations d'avant, comme nos parents, nos grands-parents, que tu exerces plusieurs métiers. Donc déjà, je trouve que l'école est un peu en retard sur ce côté-là de donner cette vision de il faut choisir un métier. Après, sur le côté de l'argent, effectivement, on dit il faut trouver un métier pour gagner de l'argent, pour être stable. C'est comme quand on a, par exemple, nos parents qui nous disent faites des longues études pour pouvoir avoir un bon métier, pour ensuite pas galérer dans votre vie, etc. Et on nommait super souvent cette notion de plaisir. Déjà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Donc, je pense encore une fois que ces choses, elles sont en train de changer. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis de notre génération. Mais c'est vrai que c'est encore hyper présent. Et je suis pas assez calée, tu vois, pour parler d'économie, de est-ce que le système est bien, est-ce que le système est pas bien. Est-ce qu'il faudrait un revenu universel? Est-ce qu'il faudrait pas? En tout cas, c'est des sujets hyper intéressants sur lesquels j'essaie de me pencher un peu plus, justement pour sortir de cette roue infernale, tu vois, où il faut travailler pour gagner de l'argent, pour dépenser de l'argent, pour faire vivre la société, pour travailler, pour regagner de l'argent. Ça me paraît un petit peu étriqué comme vision maintenant. Alors voilà, je ne saurais pas en parler exactement, mais en tout cas, c'est des sujets qui valent la peine qu'on s'y intéresse. Alors on rentrera pas dans vraiment on va dire dans le nœud du problème et dans le centre des choses, mais on effleurera quand même un petit peu le sujet tout à l'heure. Garde en tête un tout petit peu tout ça. Maintenant qu'on a un petit peu dégrossi, on va dire, ta vision que toi tu as du travail et de comment est-ce que tu visualises les choses, j'aimerais qu'on refasse un petit focus sur ta situation. Maintenant qu'on a dégrossi, on va dire, de manière très générale le sujet, est-ce que travailler comme ça en indépendance,
ça a toujours été ah non tiens, attends, excuse-moi, on va plutôt prendre le problème dans le sens inverse. On a parlé tout à l'heure du coup de s'organiser quand on est indépendant, donc avec certains qui avaient donc la vision qu'il fallait travailler, comme tu disais, 70 heures pour fournir des choses, etc., ce qui n'était pas forcément ta manière de voir les choses. Mais est-ce que tu penses, toi, maintenant, avec ton recul, que c'est compliqué de faire la différence entre le professionnel et le personnel lorsqu'on est indépendant au quotidien comme ça? Est-ce que tu arrives, toi, tu vois, à t'organiser Au début, c'était compliqué, ça l'est toujours un peu. En fait, ça va dépendre d'une chose assez cruciale, je pense, c'est si tu travailles en indépendant, enfin, si tu es vraiment seul et que en soi, ta marque, c'est toi, enfin, tu vends tes services, mais pas sous le nom d'une marque, ou alors si justement tu as dissocié qui tu es de ta marque, ou éventuellement même que tu as une société et que tu travailles même juste avec 2-3 personnes. Je pense que déjà ça fait une différence parce que c'est plus facile de dissocier les deux. Enfin, je suppose en tout cas. Après, pour moi, ça s'entremêle toujours, le pro et le perso. Il n'y a pas de frontière vraiment nette entre les deux. Il y a des moments où ça peut être compliqué à gérer, d'autres où c'est ok. Mais tu vois, par exemple, si je prends autour de moi, je sais qu'il y a certains freelances qui peuvent pas travailler de chez eux. Enfin, pour eux, c'est vraiment hyper compliqué parce que chez eux, c'est aussi l'endroit où ils s'amusent, où ils mangent, où ils dorment. Donc, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Moi, aujourd'hui, je vis dans un studio. Donc, du coup, je dors, je mange, je travaille, je regarde la télé, je joue aux jeux vidéo dans la même pièce. Donc, pour certains, ce serait l'enfer. Pour moi, ça me va parce qu'en fait, du coup, j'ai tout à portée de main. Je peux gérer mon planning facilement, tu vois, parce que des fois, je vais faire des pauses et faire complètement autre chose qui n'a rien à voir avec le travail. Et j'ai des espaces vraiment dédiés dans mon appart, en fait, où ça, c'est pour le travail. Je vais pas me mettre à travailler sur mon lit, par exemple. C'est pas quelque chose que je fais. Globalement, c'est ces petites choses-là qui me permettent de bien faire la différence entre le pro et le perso, sur vraiment des temps où je dois travailler et des temps où j'ai envie de me reposer. Après, dans les faits, ça s'entremêle toujours. Pendant plusieurs années, j'ai vraiment eu du mal à prendre des vraies vacances parce qu'il y avait toujours quelque chose. Je me disais, non, je peux répondre à ce mail, je peux faire ça, je peux faire ci. Aujourd'hui, je me soigne parce que j'ai compris aussi que c'était important pour ma santé mentale de pouvoir dissocier les deux. Mais voilà, au quotidien, ça reste toujours un peu ambigu, cette frontière. Très bien. Oui, donc prendre le temps de prendre le temps justement pour soi, les vacances, etc. C'est pas la tâche finalement la plus facile quand on travaille en indépendance comme toi. Parce que c'est toi qui fixes ton propre cadre. Il n'y a personne qui te dit quoi faire, c'est toi-même qui te dis quoi faire et qui te dit quoi ne pas faire. Et il y a aussi une grosse question de discipline là-dedans. C'est aussi réussir à être discipliné pour faire ce que tu as à faire dans les temps, pour justement pouvoir prendre ce temps de repos sans culpabiliser de ne pas avoir fini tes tâches ou ce genre de choses. Enfin, c'est un sujet qui est assez complexe. Mais bon, c'est aussi au fur et à mesure de l'expérience que tu apprends à faire la part des choses, que tu vois ton organisation et ton fonctionnement. Très bien. Est-ce que pour qu'on y voit, pour vraiment être dans le concret, alors de manière très globale, tu pourrais me donner une semaine type, la semaine type peut-être de travail de Mélanie? Comment est-ce que tu organises ton temps? Alors, j'ai déjà quelques billes, puisqu'on en a discuté un peu en amont, mais je sais que tu privilégies un certain créneau et une certaine période pour tout ce qui va être, par exemple, interview, on va dire, visio, etc. Mais est-ce que tu pourrais, du lundi peut-être au samedi, parce que le dimanche c'est repos normalement pour tout le monde, nous donner globalement une semaine type chez toi? En sachant que la semaine type que je peux donner là, ça se trouve dans un mois, elle va changer. Bien sûr. Mais on va dire que depuis le dernier confinement, j'ai essayé d'adopter un rythme un peu différent, même si j'ai encore un peu du mal à vraiment m'y tenir. Mais dans l'idée, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir travailler sur des tâches qui vont me demander de la réflexion plutôt le matin. Et même globalement, en fait, de faire le plus gros de ma journée de travail le matin.
D'accord. C'est-à-dire que dans ma matinée, tout ce qui va être communication, rédaction, enfin des choses que je fais seule dans mon coin, je vais essayer de privilégier ça le matin. Et ensuite, effectivement, l'après-midi, je garde ça pour si j'ai des visios à faire avec des gens, si j'ai des rendez-vous à prendre, ou si j'ai des tâches un peu plus légères, on va dire, et créatives, dans le sens où, par exemple, je fais des visuels pour les réseaux sociaux, ça me demande pas forcément une grosse réflexion, et je peux me permettre d'être un peu plus distraite, et ça m'arrive, par exemple, des fois de regarder des streams en même temps, ou de faire d'autres choses. Mais ouais, ma semaine type est idéale, on va dire, c'est vraiment le matin hyper focus, hyper concentré sur des tâches qui me demandent de la réflexion. Et après l'après-midi, sur tout ce qui va être plus créatif, léger, ou alors prendre des rendez-vous. Et puis, franchement, honnêtement, maintenant, je me mets plus la pression là-dessus. C'est que si j'ai vraiment fini tout ce que j'avais à faire à midi, à 13h, à 14h ou même à 16h, c'est fini. Après, je vais faire autre chose et quelque chose qui me fait envie. Et ça, si c'est sortir en ville, si c'est regarder Netflix, enfin voilà, je me mets plus trop la pression là-dessus. Ce qui est Et du après, coup... le samedi, ça m'arrive... Pardon, oui, tu disais. Non, du coup, je repensais à ce que tu me disais avant sur cette affaire au début, que c'est difficile de couper, notamment par exemple pour prendre des vacances et tout. Mais si maintenant tu arrives du coup à te dire, bah là, mettons, il est 14h, j'ai terminé, ça veut dire que ça prouve qu'il y a une belle évolution et que, comme tu disais, tu te soignes et que tu es sur la voie de la guérison. Exactement. Et ouais, du coup, après, pour le samedi, moi, généralement, avant, je travaillais souvent le week-end, genre, c'était presque automatique. Maintenant, le samedi, c'est peut-être le matin, je planifie ma semaine, ou alors je finis des mails que j'avais pas finis. Ou si vraiment c'est une semaine où il y a un truc urgent, que c'est la deadline et il faut que je finisse le samedi, je le fais. Mais de manière générale, j'ai tendance à pas trop travailler le week-end et à plutôt me reposer pour recommencer d'attaque la semaine. Mais tu vois, aujourd'hui, je compte plus vraiment. Tu sais, je me dis pas, ah, il faut minimum que j'ai 35 heures dans ma semaine parce que c'est ce qu'un salarié ou une salariée ferait. Et je devrais au moins me caler là-dessus. Enfin, non, j'ai des tâches à faire. J'essaie de plus en plus de plus m'éparpiller et de vraiment faire ce qui est essentiel pour mon travail. Et si ça veut dire que même des fois, il y a une journée où je travaille pas, par exemple le vendredi, je me dis, prends 3 jours de week-end parce que j'ai plus charbonné le reste de la semaine, maintenant c'est ok, quoi. Tu es en accord avec toi-même sur ça, du coup. C'est ça. Mais ça a mis beaucoup de temps. Et c'est pas encore toujours au point, honnêtement. Hum, Il y a une question là, qui me vient que j'avais pas forcément pensé, mais donc on voit que c'est toute une gymnastique pardon, de s'organiser quand on travaille en indépendance comme ça. Est-ce que tu penses que ça peut être fait pour tout le monde avec on va dire les bons outils, le bon apprentissage, ou est-ce que ça peut être plus compliqué pour certaines personnes? Puisque justement il y a toute cette organisation autour de soi-même à trouver. Alors non, je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Je suis vraiment contre cette vision que certains entrepreneurs ou certaines entrepreneuses prônent de non mais l'entrepreneuriat c'est vraiment génial, vous devriez tous vous y mettre. Parce que déjà, rien qu'autour de moi, je sais qu'il y a des personnes qui me l'ont déjà dit, c'est très cool ce que tu fais, mais moi je sais que j'ai besoin d'un cadre hyper strict, sinon j'y arriverai pas. Jamais de ma vie je serai entrepreneur. Après, bien évidemment, leurs visions peuvent changer, mais sur le principe, ok, ils ont pas envie d'être entrepreneur, mais plutôt d'être salarié. Et aussi parce que, comme tu dis, c'est une sacrée gymnastique. Il faut, puis même sur le côté financier aussi, il faut pouvoir, entre guillemets, assumer le stress qu'il y a des mois, tu risques de pas avoir d'argent. Donc, au-delà d'une organisation sur ta gestion de projet, c'est aussi une organisation dans ta vie. Enfin, ça dépend de tes projets. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je peux me permettre parce que je gagne pas encore ma vie en freelance, je peux me permettre de pas gagner ma vie. Mais il y a d'autres personnes, je sais pas, par exemple, si tu as une maison, si tu as une famille, ça peut être plus compliqué. Et vraiment, imagine si tout le monde devenait entrepreneur, je sais pas, je trouve que ça ferait plein de petits projets partout, mais au final, je pense que tout le monde vivoterait parce que des fois, il y a besoin
d'avoir une entreprise. Bon, effectivement, il y a quelqu'un qui est entrepreneur pour lancer cette entreprise, mais des personnes qui sont salariées et qui font vivre aussi cette entreprise. Donc vraiment, c'est un non catégorique. Non, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez envie de tester, c'est cool. Franchement, enfin, je vous dirais go, mais non, c'est pas fait pour tout le monde. Très bien. Comment tu vois ton emploi dans 10 ans? Je suis vraiment nulle à me projeter, donc La question n'est je pas ne sais facile. pas. Mais j'aimerais bien avoir une partie de mon travail où je bosse toujours en solo, parce que j'aime bien ça. Mais il y a une grosse partie aussi où j'aimerais pouvoir travailler en équipe. Donc soit avoir toujours mon activité de freelance et par exemple une entreprise à côté. Enfin, ça dépend aussi financièrement comment l'équilibre est, mais avoir mon activité de freelance et une entreprise à côté où je peux employer des gens, par exemple, ou mon activité de freelance et une association à côté dans laquelle soit moi je donne du temps ou que je gère. Enfin, mais en tout cas, je sais que moi j'ai besoin d'avoir plusieurs projets entre guillemets pour réussir à vraiment être épanouie. Donc ne pas tomber dans le fait de s'éparpiller, parce que ça je l'ai fait pendant longtemps et ça ne marche pas, mais vraiment ouais, avoir peut-être un peu ces deux choses qui s'équilibrent pour avoir ma partie où j'ai besoin d'être solo et ma partie où j'ai besoin aussi de mener des projets avec des personnes. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses plus tard. Peut-être travailler à l'international, je ne sais pas. Mais c'est projeté sur du coup sur l'avenir. Alors là, j'ai dit 10 ans, mais j'aurais pu dire déjà ne serait-ce que 5 ans. C'est pas des Mm. choses c'est pas quelque chose qui te fait peur. Tu tu arrives quand même à te dire demain, aujourd'hui j'en suis là et demain ce sera comme ce sera, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ou au contraire, c'est Ouais, non, c'est vrai que ça m'inquiète pas plus que ça. Je sais pas exactement, tu vois, où j'en serais. Mais après, je sais que j'ai envie de m'autoriser aussi à être ambitieuse. Je sais que par exemple, tu vois, le sujet de l'argent, c'est quelque chose qui est assez controversé, on va dire. oui. Mais enfin, pour moi, l'argent, c'est un moyen et j'ai envie enfin, sans aller j'ai envie d'accomplir de grandes choses et de changer le monde, parce que c'est un petit peu bateau comme phrase, mais je veux dire, tu vois, par exemple, sur tout ce qui est impact environnemental, bah, si je peux mener des projets, par exemple, en ce moment, on travaille sur un projet de lieu autour du réemploi à Angers. Et tu vois, c'est des projets un peu ambitieux. On se dit, est-ce qu'un jour, on va réussir à ouvrir un lieu qui va rassembler des acteurs du réemploi et qui mettent cette consommation en avant par rapport au fait de consommer toujours neuf. Et tu vois, tout ce qui va être service de réparation, ce genre de choses. C'est des projets qui sont assez ambitieux parce que ça peut être assez gros et pour réaliser ce genre de projet, bah faut pas se leurrer, il faut de l'argent aussi. Et moi, dans 10 ans, j'aimerais bien me dire que j'ai généré assez de chiffre d'affaires pour pouvoir investir dans des projets comme ça, pour justement changer le cap de... Enfin, tu sais, t'as des gros investisseurs hyper capitalistes, machin et tout, qui vont investir dans des projets qui sont pas du tout en phase avec ce Ce dont que tu as le envie de monde a proposer besoin toi, oui. actuellement. Et puis aussi des fois en phase avec ce que toi tu as envie de mettre en place. Alors j'ai pas d'exemple qui me vient, mais il y a eu à des moments des grosses boîtes ou des grosses marques qui sponsorisaient des personnes qui justement elles avaient un message qui au final se voulait autre que ce phénomène de marque, de grosses sociétés. Mais je pense et il y a une entrepreneuse que je suis sur Instagram qui s'appelle Salomé et j'aime vraiment beaucoup sa vision, c'est que elle dit au lieu de toujours critiquer le fait que ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui ont l'argent, disons-le clairement, font de la merde parce qu'ils s'en fichent de l'environnement, parce qu'ils s'en fichent des gens avec qui ils travaillent, bah, c'est aussi à nous de reprendre ce pouvoir-là pour pouvoir promouvoir les valeurs qu'on a envie de promouvoir. Et sauf que je dis pas, tu vois, toutes les initiatives, les associations, les petits projets qu'on peut mener, évidemment que ça a de l'impact. Mais pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie de changer un peu pas le mot, comment on dit? Le paradigme, ça se dit en français, je sais plus. Mhm.
enfin, qui ont envie de changer les choses, quoi, et ben, il faut aussi des moyens et il faut pouvoir investir dans des projets ou donner de l'argent aussi à des associations, mais vraiment, tu vois, des montants intéressants, enfin, pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent diffuser leurs valeurs, pour qu'ils puissent diffuser leurs actions. Et à un moment donné, bah, il faut ce moyen-là aussi, parce que c'est dans le système dans lequel on vit. Je dis pas que c'est le meilleur, mais je dis juste que actuellement, c'est celui dans lequel on vit. Et si on veut pouvoir changer les choses, bah, il faut avoir les bonnes cartes en main. Et c'est pas juste en se disant, ah non, ils sont pas bien parce que eux, ils ont du pouvoir et de l'argent. Bah, prends le pouvoir et l'argent et fais des choses bien. Enfin, c'est un peu sa vision et je m'y retrouve vachement là-dedans. Donc, c'est un peu l'optique aussi dans 10 ans, pourquoi pas. Voilà. Très bien. Je me suis un peu emportée là dans mon... Non, mais on est là pour justement aussi pour donner son avis et dire les choses. Moi, je peux te donner un exemple qui rejoindra un peu ce que tu dis. C'est que à partir d'un moment, on a donc là on a parlé d'entreprise, mais on a aussi des supports qui existent pour diffuser les choses. Alors on va dire entre parenthèses nos messages entre guillemets plutôt. Et on peut prendre l'exemple tout bête de YouTube par exemple, où tu vois beaucoup de médias qui sont qui prônent du coup pourquoi pas qui prônent tout court d'ailleurs des notions autour de la décroissance, autour de recentrer les choses sur les gens, mais qui du coup passent par une plateforme comme YouTube parce que on n'a pas 50 000 canaux de diffusion. Et il y a une autre phrase d'un streamer qui m'avait fait assez rire, qui donc fait du stream sur Twitch pour parler de temps en temps de communisme, et du coup tu peux pas à un moment donné tu peux pas être à poil dans la forêt avec une pancarte en disant aux gens venez à moi quoi. Et on a des canaux qui existent et c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter pour avec les moyens du bord, c'est vrai, tout simplement. Oui, et puis aussi, c'est de transformer ces canaux, de transformer ce système pour en faire ce qu'on a envie qu'il soit. Parce que des personnes qui sont à la tête de certains médias et qui diffusent des choses qui sont contre nos valeurs, justement, tu vois, par exemple, sur YouTube, si au fur et à mesure, il y a... Enfin, je vais prendre un exemple tout bête. Il y a... pas mal de youtubeurs et surtout youtubeuses qui sont passés de la surconsommation parce qu'elles faisaient, tu vois, des trucs de beauté, machin et tout, à essayer de prôner un petit peu plus de consommation écologique. Mmh. Alors après, je dis pas que c'est toujours sincère dans leur démarche, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces dernières années sur YouTube, on voit qu'il y a quand même un gros changement il y a de plus en plus de contenu justement autour de l'environnement, autour de l'écologie, autour de la décroissance, autour de, enfin voilà, plein de sujets comme ça. Et plus ça va prendre de l'ampleur, plus ça aura de visibilité, plus tu auras de gens qui vont s'y intéresser. Mais pour ça, en fait, il faut passer par des codes que le grand public connaît, parce que sinon tu fais juste de l'entre-soi avec des personnes qui sont déjà convaincues, et ça n'a pas d'intérêt, quoi, de se dire ouais, super ta vidéo, je suis carrément d'accord. Mais sauf que si toi tu appliques déjà ces conseils ou cette démarche dans ta vie, l'objectif c'est plutôt d'essayer d'aller convaincre d'autres personnes de l'adopter aussi. Donc même si des fois les démarches de certaines youtubeuses en l'occurrence sont un petit peu ouais, tu sais pas vraiment si c'est sincère, au moins ça a le mérite de démocratiser un peu ces sujets-là sur des canaux que les gens connaissent. C'est sûr. Aller rechercher le public là où il est, tout simplement, au final. Très bien. En ce moment, on a beaucoup parlé... Quand tu commences comme ça fait peur. Ça fait peur ? Il faudrait que je change alors. Cette tournure. Mais j'aime beaucoup. Ce sera dur de la changer. Donc en ce moment, 2021, l'année dernière, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites. Puisqu'on est sur le sujet du travail, je me dis que ça peut être intéressant d'y venir un petit peu. Et je voudrais juste faire simplement une petite parenthèse, on va dire, sur cette étape de la vie. La retraite, on peut penser encore maintenant que c'est une étape logique, on va dire, à la suite du travail. Comment est-ce que tu visualises ta retraite, toi, Mélanie ? Comme dirait la plupart des gens, de toute façon, on n'en aura pas. Si c'est ta vision, du coup.
honnêtement, Alors je sais, j'avoue, c'est encore loin. une fois, C'est ouais, loin, c'est non, mais vrai. complètement. Mais c'est des choses, je me dis, si j'ai la chance, entre guillemets, dans ma vie, tu vois, de pouvoir mettre un maximum, enfin, d'épargner de l'argent pour m'assurer déjà moi-même une retraite, enfin, du coup, au sens financier du terme. Je sais pas si ta question porte sur le côté financier ou sur Sur la retraite en la général. retraite vraiment dans sa globalité, on a Ouais. parlé là, maintenant Bah, pendant un certain temps du coup vraiment du travail en général, de toi, comment est-ce que comment tu vis ton travail en tant qu'indépendante, et est-ce que du coup mm. la retraite, ce qui devient quand même quelque chose pour certains de plus en plus obscur comme étape on va dire dans la vie, est-ce que toi c'est quelque Ouais. chose que tu visualises puisque par exemple avec ton travail du coup tu ne cotises pas pour la retraite actuellement. Ouais, non, Donc enfin, tu vois, il y a toutes ces idéalement choses. que je m'inscrive à une caisse de retraite, Mm. mais bon, déjà, j'essaye de me dégager un salaire décent. Après, on verra. C'est pas forcément la meilleure méthode, hein, mais effectivement, c'est un peu plus compliqué en freelance. Ben, typiquement, tu vois, c'est un sujet où je me dis, j'ai encore le temps, du coup, j'y pense pas trop, je vais être honnête. Après, si je sors de l'aspect financier, donc comme je te disais, j'espère pouvoir déjà dégager plus de chiffre d'affaires et pouvoir vraiment cotiser et aussi pouvoir épargner pour, entre guillemets, me constituer ma propre retraite, même si, bon, je pense pas que j'aurai assez de ma vie pour épargner assez pour ma retraite, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mm. Mais après, sur la retraite en général, comme moi, je vois pas le travail, tu vois, comme un truc que je subis, justement. Et j'avais eu cette discussion quand j'étais à la fac avec des amis, sur le côté, ouais, on trouve un travail, on cotise à la retraite, et puis une fois qu'on sera à la retraite, on profitera. Et moi, je vois pas les choses comme ça, parce que je me dis, ça veut pas dire que une fois arrivé l'âge de la retraite, je vais continuer à travailler ad vitam aeternam. Mais ce que je veux dire, c'est que comme je vois mon travail comme un truc un peu de continu, bah, il y aura peut-être un moment où j'aurai envie de plus me reposer, de vraiment travailler qu'un minimum. Mais je ne sais pas exactement quand est-ce que je m'arrêterai de travailler, quelle tournure va prendre mon travail. Et surtout, j'essaye de profiter de ma vie tous les jours. J'attends pas ma retraite justement pour en profiter. Et encore une fois, je parle d'une position, enfin, où je suis assez privilégiée. Tout le monde n'est pas dans ma situation. Et je sais qu'il y a des personnes qui pourraient écouter, tu vois, et qui sont dans un travail qui leur plaît pas forcément, mais qui n'ont pas les moyens d'en sortir pour le moment. Donc, bien évidemment, je ne suis pas en train de critiquer ça. Je dis juste que moi, dans ma situation, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et ma retraite, je la vois pas, tu vois, comme un point Oui. d'étape de la fin de mon travail. Mais la phrase que tu as dit qui est très intéressante, c'est vrai, c'est que dans un monde parfait, et je pense il faut qu'on tende un maximum à ça, on n'a pas, oui, il faut pas attendre justement cette étape de la vie pour profiter, quoi. Et ça me semble être une bonne Mm. conclusion pour notre petite discussion qui tournait autour du travail. Qu'est-ce que t'en penses? Mm. Bah, je pense aussi. En tout cas, je trouve que c'est dommage sinon parce que Enfin, c'est quoi le sens de la vie sinon si t'as pas l'occasion de profiter Vous pendant avez 4 ouais, heures. Non mais c'est c'est vrai, c'est un peu philosophique, mais je veux dire, souvent on me demande c'est quoi le sens de la vie pour toi ou ce genre de choses. Bah, le sens de la vie, c'est pas juste de travailler et de trimer jusqu'à ce que t'aies 65 ans ou je sais pas quel âge et que tu puisses enfin profiter et que t'aies perdu 45 ans, quoi. Enfin, Mm. c'est un peu triste, je trouve. Donc, ouais, profitez tous les jours que vous pouvez profiter. Profitons de chaque jour. Bien. Alors j'aimerais qu'on switch maintenant. Pareil, on va rester, on rentrera pas dans trop de détails, mais j'aimerais bien qu'on bascule sur alors je sais pas comment le qualifier, on va dire entre guillemets ta deuxième vie, ton deuxième engagement. Deuxième engagement, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Autour de tout ce Mhm. qui tourne autour de l'écologie. Je remonte à nouveau à notre rencontre où tu avais un projet donc qui tournait autour du zéro déchet. Mm. Initialement quand on était en service civique. T'as toujours eu une appétence, on va dire, pour les sujets qui tournent autour de l'écologie, du développement durable, le minimalisme, le zéro déchet.
et j'en passe, ou c'est quelque chose qui s'est forgé au fur et à mesure des dernières années avant le service civique? Non, ça s'est complètement forgé au fur et à mesure. Après, sur ce qui va être écologie, enfin, je veux dire, j'avais les basiques hein, quand j'étais petite. C'était le fameux tri des déchets. Mhm. Mais au-delà de ça, guère plus. C'est vraiment quand j'ai pris mon premier appartement que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là par rapport à ma consommation. Et aussi parce que je commençais à suivre pas mal de blogs, de comptes sur les réseaux sociaux qui parlaient de ces sujets. Et que ça m'intéressait. Et tu vois, tu rentres toujours par une porte. Moi, c'était du coup sur ma consommation et la réduction des déchets. Puis après, tu t'intéresses à plein d'autres sujets, enfin comme tu dis, le minimalisme, etc. Et c'est aussi quelque chose que j'essaye d'appliquer maintenant dans ma vie pro, enfin ce côté minimaliste et essentialiste, on va dire. Et si tu devais quand même me donner de manière très terre à terre, on va dire, un âge où justement, alors tu parlais du coup de ton premier appartement, ça remonte à... C'était dans quelle tranche d'âge du coup qu'on va dire tu as eu ce C'est quand j'avais basculement entre guillemets? 18 ans. 18 ans? D'accord. Ouais. Quand je suis Et... rentrée à la fac, en fait. Ok. Et du coup, pour rebondir tout de suite avec ce que tu disais, est-ce que tu te qualifierais de militante avec tes engagements sur le sujet? Je dirais que oui, même si ça correspond pas à la définition qu'on se fait du militantisme. Enfin, c'est-à-dire que moi, en toute transparence, j'ai jamais fait de manifestation. Enfin, tu vois, tout ce qui va être... je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça dans le militantisme sur le terrain, on va dire. Euh, pour plein de raisons différentes. Je suis pas du tout contre, hein, mais c'est juste que moi, j'en ai jamais fait. Mais je pense que d'une certaine manière, je milite parce que tout ce que je montre aussi sur les réseaux et toutes les discussions que j'ai avec mon entourage, bah, mine de rien, au fil des années, ça a fait changer le comportement de certaines personnes de ma famille, par exemple, qui s'intéressent plus à l'écologie, à la réduction de leurs déchets, au fait aussi de consommer des produits qui sont sains pour eux. Et du coup, j'ai parfois soit de la famille ou des amis qui m'ont dit ah bah du coup je me suis lancée là-dedans parce que j'ai vu ça chez toi l'autre jour, je trouvais ça intéressant. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est aussi une forme de militantisme, même si c'est complètement différent que d'aller manifester par exemple et revendiquer des choses. Donc j'imagine que dans le sens classique, les gens ne me considéreraient pas comme militante. Mais... De mon point de vue, c'est le cas de le dire, c'est vraiment une question de point de vue, puisque alors il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi, à partir du moment où tu fais le travail déjà, ne serait-ce que sur toi-même et sur ton cercle proche, il y a quand même une démarche militante, puisque c'est au travers de ce que tu vas faire et ce que tu vas dire que tu vas changer ton environnement proche, tes amis, ta famille. Et pour moi, là, on touche déjà à une notion qui se rapproche du militantisme. Mm. Mais c'est que c'est à une échelle différente. Tu vois, par exemple, quand tu vas manifester, c'est pas tant pour changer les comportements de ton entourage, mais c'est plutôt pour avoir un changement dans le système ou dans la façon dont sont traités certains sujets liés à l'écologie, par exemple, par le gouvernement ou ce genre de choses. Et je pense que si je le fais pas, c'est parce que peut-être j'y trouve pas ma place. Peut-être que ça viendra un jour, mais ouais, je sais pas forcément où me positionner par rapport à ça parfois. Et j'avoue que ça me fait un peu peur. Puis quand je vois aussi comment les manifestations dégénèrent tout le temps, j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi. Donc ouais. Alors après, il y a des... C'est des échelles différentes. Pardon? C'est des échelles différentes. Ah oui. Alors après, tu vois, du coup, là, on parlait par rapport aux manifestations qui sont essentiellement physiques, on va dire, descendre dans la rue. Après, t'as beaucoup de gens qui prennent le parti de faire ce même travail, mais sur les réseaux, par exemple, ou par des articles, ou par d'autres moyens que de prendre sa pelle ou sa pioche et d'aller arracher les pavés dans la rue le samedi après-midi. Ouais, je voyais pas forcément. Non, mais je globalise pour rire, mais tu vois, c'est vrai que le mot militantisme, c'est qu'une affaire de point de vue personnel aussi, de mon ressenti à moi. Et du coup,
On peut penser qu'avec ce que tu viens de me dire, tu es en quelque sorte quand même une militante Oui, à ton niveau, quoi. De ce point de vue-là, oui. Et c'est pareil, par exemple, sur des sujets autour du féminisme. Ça, c'est des choses que j'ai forgées au fur et à mesure de consommer des contenus en ligne, de discuter avec des gens. Et aujourd'hui, sur certains sujets, quand il y a des discussions avec, que ce soit avec ma famille, mes amis, enfin, ou même des gens que je connais pas, mais si ça tourne autour de ça, aujourd'hui, je vais être plus à l'aise à revendiquer aussi mon point de vue, euh, pour dire que je suis pas d'accord avec telle ou telle Mm. chose, parce que X ou Y raison, quoi. Très bien. Alors du coup, il me vient j'ai une question plus globale, puisque du coup, quand on a discuté un peu du travail, on avait commencé par le global pour se recentrer un petit peu sur toi, et là, on a fait le travail dans le sens inverse. Est-ce que tu penses que l'écologie, ce sera un des grands enjeux en 2022 ? Je t'avais dit que je poserais des questions, on pouvait pas couper aux questions un peu plus politiques, mais je resterai Oui. chaste là-dessus. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est déjà un enjeu. Bien C'est ça un sûr, peu le problème, c'est que... mais nous on le Non, perçoit comme mais... enjeu. Mais est-ce que finalement le Covid aussi a pris énormément de place dans la vie politique, la vie médiatique? Mais est-ce que du coup, avec les élections qui approchent, tu penses que ça fera partie du sacerdoce, on va dire, des candidats pour se vendre? Évidemment que ça va en faire partie, mais en fait, je veux pas rentrer, tu vois, non plus dans le discours politique de toute façon, le gouvernement fait rien, c'est pas ça l'idée, mais enfin, je veux dire, on parle que c'est un enjeu, même dans les discours politiques, depuis super longtemps. Bien sûr. Et, euh, et concrètement, quand tu mets en face les actions, elles sont pas du tout à la hauteur de soit ce qui était promis, soit même le limite la fausse détermination qui est montrée à faire de ces enjeux une vraie priorité. Et j'arrive même pas à me décider si ça va vraiment, si les choses vont vraiment bouger aux prochaines élections ou pas. Parce que honnêtement, je pensais que ça allait être le cas ces dernières années. Et même si, bon, par-ci par-là, il y a eu des petites choses de fait. Mais, et encore une fois, je suis pas la personne la plus calée en Mmh. politique, mais de mon Mais point de vue en tout ouais. cas, et de ce que j'en sais, des personnes par exemple politiques que je peux suivre sur les réseaux, parce que j'en suis quelques-unes, je vois qu'il y a souvent tu vois, des décrets ou des lois pour l'écologie qui sont refusés ou repoussés ou modifiés parce que c'est un peu trop strict, parce que ceci, cela. Euh, Après, j'ai vu que récemment, l'affaire du siècle avait remporté son... Enfin, tu sais, ils avaient Il y a eu un emmené procès qui a été porté plainte, ouais, voilà, oui. Il y a un procès qui a été remporté. contre l'État, et ça a été gagné. Donc, typiquement, ça, c'est un sujet qu'il faut que j'aille creuser pour voir quelles en sont les conséquences. Mais déjà, je trouve que c'est intéressant et je suis vraiment contente qu'ils aient pu remporter ce procès. Peut-être que ça va faire bouger un peu les lignes, mais tu vois, encore une fois, je l'ai su parce que je suis les bons médias, parce que j'étais abonnée au truc, mais on n'en a pas parlé énormément. Hmm. Et je pense que c'est l'affaire du gouvernement, donc en termes de politique, mais c'est aussi une affaire médiatique. Et enfin, là-dessus, je pense qu'il y a une sacrée marge de progression. Très bien. Est-ce que tu as suivi la Convention citoyenne sur le climat? Un petit peu, oui. Ou alors, sans rentrer dans le détail, où il y avait eu donc un certain nombre de propositions qui avaient été faites. Mm. Peu ont été 150, adoptées. si je me souviens bien. Ouais. Ont été adoptées. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, hein, mais on tourne. Là, j'avoue que j'ai pas été creusé parce qu'on va pas rentrer dans le détail, mais je crois qu'il y en a moins de 50 en tous les cas, dont certaines seront appliquées sur les prochaines années. Est-ce que tu penses que on a quand même une belle marge de progression avec cette intention qui était au début assez louable de questionner les gens? Est-ce que tu penses que l'exercice, on va dire, a été bénéfique quelque part? Je le reformule différemment. Mm. Alors, je pense que ça a été bénéfique, mais une question que je me pose, une question que je me pose sur cette convention justement, et parce que j'ai vu pas mal d'échos autour de ça, c'est
est-ce que c'était un moyen pour le gouvernement de donner l'impression que les citoyens étaient écoutés sur ces sujets-là et qu'il allait vraiment se passer des actions derrière? Ou est-ce que c'était vraiment, tu vois, sincère de leur part de vouloir faire ça pour pouvoir mener des actions par la suite? Parce que quand on voit effectivement le faible taux de propositions qui a été accepté derrière et aussi, enfin, il y avait un peu cette problématique du Covid, mais j'avais vu passer le fait que au niveau des concertations ces derniers mois, enfin, ça n'avait pas été à la hauteur de ce qu'espéraient les citoyens qui avaient participé à la convention. Et, euh, et je pense que, enfin, je voudrais pas que ça tourne toujours ce genre d'initiative à oh regardez, on a questionné les citoyens, il y a eu des discussions hyper intéressantes et ces discussions elles mènent à quasi rien, tu vois. Parce que déjà c'est frustrant pour les personnes qui ont participé de de ouais de voir que l'action ne va pas jusqu'au bout. Mhm. Et parce que je le vois par exemple sur Angers récemment, je crois que c'est au mois d'octobre, ils ont lancé les assises de la transition écologique, qui est concrètement c'est un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, mais à l'échelle de l'agglomération. Et il y avait une personne qui témoignait de cette Convention citoyenne justement, mais je pense qu'il y aurait eu besoin d'avoir davantage de liens entre les personnes qui ont participé, les méthodos qui ont été mises en place, etc., et les assises à Angers. En fait, j'ai l'impression que tout le monde fait un peu ces discussions dans son coin. Il y a eu une grosse discussion à l'échelle nationale, mais bon, c'est un peu mitigé sur le résultat. Et là, voilà, on repart dans des discussions de ce qu'il faudrait faire, etc., à l'échelle locale. Et je me dis, il y a un moment, il faudrait peut-être qu'on arrête de faire des discussions avec tout le monde et qu'on se mette plus d'accord sur les actions concrètes. Mais encore une fois, ça tient aussi, je pense, aux personnes qui sont à l'Assemblée. Et enfin, voilà, on peut pas changer tout le système. Donc bon, en fait, je pense qu'il y a tellement d'intérêts et moi-même que je comprends pas forcément tout et j'ai pas la portée de tous ces intérêts-là. Mais tu vois, il y a des intérêts politiques, économiques, etc., qui rentrent en jeu tout le temps et dont on n'est pas forcément conscient et qui font que les actions, elles sont jamais à la hauteur des discussions et des ambitions des gens. D'accord. Ah, il faut plus parler pour parler, mais parler pour agir, entre guillemets. Allez, on Ouais, va dire mais mettre la ouais, pression, embrayer la seconde, quoi. c'est ça. Très bien. Alors du coup, maintenant on a parlé un peu de nos deux grosses thématiques, je te propose pour terminer quelques questions qui rejoignent un peu ces deux sujets-là. Donc on a parlé du travail, on a parlé un petit peu de l'écologie, et je te propose qu'on passe un petit peu de temps à parler, alors je t'avais dit de le garder à l'esprit tout à l'heure, donc c'est le moment, de notre ami donc le système capitaliste, puisque pour moi il concerne directement à la fois le monde du travail et le monde de l'écologie quand même, puisqu'il impacte, il impacte durablement sur les deux. Ouais. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu penses déjà de ce mode de fonctionnement sur lequel la société s'organise? Et je peux te donner peut-être comme ça, ce sera plus parlant la deuxième question que j'avais l'intention de te demander juste après, mais je pense que les deux se rejoignent un peu. C'est est-ce que tu y vois de l'avenir ou pas dans ce mode de fonctionnement? Ok. Alors, ce que je pense, c'est il a pu apporter des bonnes choses, enfin, tu vois, surtout le côté mondialisation, échange des biens, etc. Mais je pense que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur des entreprises qui ont des actionnaires, bah, finalement, les entreprises, elles cherchent à générer plus de chiffre d'affaires pour pouvoir payer leurs actionnaires. Et elles ne cherchent pas à générer du chiffre d'affaires pour pouvoir investir dans des projets d'avenir, que ce soit social, environnemental. Ouais, après, c'est un peu compliqué de formuler un avis sur est-ce que je pense que le capitalisme c'est bien ou pas. J'aurais plus tendance, tu vois, avec mes réflexions ces dernières années et le peu que je le comprends à dire non, c'est pas le système idéal. Mais après, j'ai aucune idée de ce qui serait mieux. Donc, c'est un peu aussi ça le problème, c'est que je peux bien dire non, le capitalisme, pardon,
c'est mal, mais je sais pas qu'est-ce qui serait mieux foncièrement. Alors, Après, Pardon. ouais. Il y a pas mal Non, de... Enfin, il y a pas mal. Il y a des choses qui sont mises sur la table. Alors, pareil, là, tout dépend du coup de ton affinité politique, sociologique, etc. Mais il y a de plus en plus de gens qui parlent donc de décroissance, puisque le capitalisme, pour le vulgariser, c'est la croissance exponentielle et éternelle, ouais. entre guillemets. Hein. Donc, C'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est le problème aujourd'hui. beaucoup de gens, ce qu'on pensait d'ailleurs qui allait être le cas au tout début, que cette croissance, elle allait être grâce à lui éternelle et qu'on allait toujours être sur le train de la hype un peu de l'économie, etc. Et donc beaucoup de gens de plus en plus maintenant se parlent de décroissance justement. Alors après, il y a aussi les gens qui prennent le parti pris de dire pour sortir du capitalisme, le grand ennemi du capitalisme, c'est le côté communiste. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On a les gens qui prennent le parti du faire avec l'ancien, mais conserver, on va dire, en quelque sorte, ce système capitaliste, mais refondre la manière de le penser pour qu'il devienne, pour que ces principes puissent être plus aptes, on va dire, à répondre aux besoins et aux enjeux actuels. Donc il y a des choses sur la table. Mais complètement, il y a des choses sur la table. En tout cas, ce qui est sûr et certain, et je pense que, même quand on n'est pas spécialiste du sujet, on conçoit que la croissance, c'est un problème. C'est sûr et certain. Ça peut pas continuer comme ça, autant pour les humains que pour la planète. Après, oui, effectivement, faut trouver les bonnes solutions et dans tous les cas, je sais que moi, j'aime pas trop les extrêmes dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est peut-être parce que moi, dans ma personnalité, j'ai tendance à vouloir tout le temps accommoder un peu tout le monde, tu vois. Donc, c'est pas forcément la meilleure des manières. Mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est un système qui a à repenser. Et comme je te dis, tu vois, par exemple, avec les entreprises, tout ce qui va être maintenant de plus en plus les entreprises à mission, les entreprises sociales, l'économie sociale et solidaire, il y a des choses quand même qui se mettent un peu en place. Je pense que c'est un peu trop marginal encore et que ça repose toujours sur ce système quand même capitaliste qui est hyper bancal. Donc de quoi l'avenir sera fait, en tout cas il faut que ça change. Mais voilà, j'ai dit il faut, c'est nul de dire il faut. L'avenir va changer. L'avenir, oui, va changer, c'est sûr et certain. On espère dans le bon sens. Mais il y a tellement de réfractaires aussi au changement, c'est ça qui est compliqué, et des gros réfractaires, tu vois, c'est pas juste les citoyens, c'est des grosses entreprises, c'est des gouvernements, c'est des pouvoirs politiques. C'est chaud, quoi. La marge de manœuvre est assez limitée pour l'instant sur le sujet. Et histoire d'en remettre une couche, j'ai juste te donné pour terminer un nom, qui est un petit peu, on va dire, comment je pourrais dire ça, mon coup de gueule du moment, mon intérêt restreint, mon sacerdoce, on peut l'appeler comme on veut. Mais donc, je vais te donner un mot et tu pourras réagir ou pas comme tu le sentiras. Est-ce que tu es prête ? Vas-y. Eh bien, le mot du jour est Amazon. Amazon. Ah, notre sacré petit Amazon. Et du coup, tu veux que je réagisse genre, il n'y a pas de question. Il n'y a absolument pas de question, non. C'est vraiment le libre comme tu le sens. Ok. Eh bien, déjà, mea culpa, je suis coupable d'utiliser Amazon parfois. Très rarement maintenant, mais parfois encore. Eh bien, c'est très important de te confesser et je t'absous de ce péché. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'Amazon ? Il y a tellement de choses. En fait, je pense que ces dernières années m'ont fait prendre conscience que la facilité, c'était pas toujours la meilleure solution. Dans le sens où, pourquoi est-ce qu'on commande sur Amazon ? Parce que souvent, c'est la facilité, la rapidité. Enfin, tu trouves ce que tu veux, tu l'as quand tu veux. Sauf que quand on voit toutes les controverses autour d'Amazon, que ce soit le chiffre d'affaires qui génère, qui est absolument monstrueux, surtout son fondateur, ou les conditions de travail des employés, malgré les petites vidéos là qui nous mettent en pub un peu partout avec genre des témoignages d'employés qui disent « Ah oui, moi j'ai voulu faire ça et puis Amazon m'a donné l'opportunité, c'est vraiment trop bien. » J'ai un peu du mal à y croire, honnêtement. Moi, franchement, mon idéal, c'est de plus du tout consommer chez Amazon.
Et je le fais, enfin je te dis maintenant, comparé à ce que je faisais il y a quelques années où je cédais justement à la facilité, maintenant c'est vraiment devenu beaucoup plus anecdotique. Ça fait partie de tes bonnes résolutions de 2021? Ouais, on peut dire ça. Parce que du coup, tu peux le poser là comme, comme objectif. Carrément, allez, objectif. Mais j'avoue que par exemple, j'utilise leur service de streaming parfois, donc, mais bon, en tout cas, en termes d'achat d'objets, vraiment, je privilégie maintenant le local aussi. Tu vas par exemple commander des livres. Bah, des livres, ça faisait longtemps que je le faisais plus sur Amazon, mais ouais, certains objets, je me dis, bah non, ça, je peux le trouver à tel endroit ou je peux le trouver d'occasion. Il y a aussi beaucoup cette réflexion chez moi autour du réemploi et de la seconde main. Du coup, bah, c'est des choses, tu vois, qui bougent au fur et à mesure. Franchement, j'ai envie de dire que Amazon, c'est de la merde. Vraiment, ils sont arrivés à un stade où... Et je ne t'en voudrais pas pour ça. Ça m'énerve de voir qu'ils ont autant de puissance et que bah, c'est hyper galère de les concurrencer et de faire en sorte que... Après, est-ce que Amazon doit fermer ou est-ce que Amazon doit changer de présidence et être complètement, je trouve pas le mot, redéfini, repensé. Ouais, enfin qu'il y a un ravalement voilà. De façade quoi, d'Amazon. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est des pistes intéressantes à creuser. Eh bien, je pense qu'on peut se laisser cette question en ouverture. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est pas mal. On pourrait dire plein de choses. Merci Mélanie. Alors, merci à toi de m'avoir invitée.